Voilà, je suis assez heureux de vous voir. Il y a parmi vous des visages, de nombreux visages qui m'agréent, des visages connus, qui me réjouissent même. Il y a, je vois, des fidèles, et j'aime dans la fidélité non pas l'exclusivité, mais la constance. Et je vois qu'il y a des gens qui sont constants, et ça me réjouit aussi. Il y a parmi vous aussi beaucoup d'amoureux de la pensée, de la philosophie, ce qui m'enchante. Je veux, en votre présence, ce soir, distinguer la bibliothécaire. Brigitte Toy a, depuis de très nombreuses années, accueilli avec une grande délicatesse les causeries de philosophie. Vous savez qu'elle va partir, elle va quitter la bibliothèque. C'est pour ça que je suis un peu ému, parce que c'était une compagne. Et je pense qu'elle mérite nos applaudissements pour son hospitalité. Soleil, ça se met dehors, au soleil, il faut de l'engrais, de l'eau, et je vous demande en plus de l'appeler dorénavant philosophie. Je vais m'en occuper avec En fait, je veux exprimer toute ma reconnaissance à l'égard de ceux et de celles qui partagent avec moi les ateliers de philosophie du mardi. Non seulement Ilse Wells m'aide à construire ma propre pensée, je ne peux penser qu'en construisant ma pensée avec d'autres, je suis incapable de le faire tout seul, et il m'aide. Il m'aide à trouver quelle est la place que nous avons, que vous avez, que j'ai dans la vie, dans le monde. C'est ça la philosophie, c'est trouver la place, trouver la bonne place. Et je le dois aux gens qui collaborent avec moi. Les causeries que je vous présente ici sont des œuvres collectives. Ce que je vais vous présenter ce soir, on l'a travaillé avec une vingtaine de personnes à raison d'1h30 par semaine. Et donc ce que je vous porte là, aujourd'hui, c'est un produit de ce travail-là. C'est un produit simplifié, puisque en 1 heure, je vais vous faire part du travail de 15 heures. En essayant d'éviter les impasses, les traquenards, en allant au plus simple. Je le fais, bien sûr, avec les gens qui sont avec moi, là, les 20 personnes qui à peu près ont travaillé avec moi. Je le fais aussi, bien sûr, avec mon histoire, mon expérience, sur le chagrin, avec mon expérience professionnelle, quand je rendais des consultations aux gens en difficulté, mais aussi avec mes propres chagrins, bien sûr. On ne peut pas travailler sans penser à ses propres chagrins. Et c'est parce que j'avais des chagrins et parce que je rencontrais des gens qui avaient des chagrins que je me suis mis à penser à la question du chagrin. Je le fais aussi avec des philosophes. Alors, je ne les cite pas en principe, mais là je vais les donner, les noms des philosophes qui m'ont aidé pour cette causerie et pour ce cours. Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés. Pour le premier, qui est le plus important, c'est Baruch Spinoza. C'est un philosophe fin du XVIIe siècle. C'est un grand philosophe, c'est pour moi le plus grand. Je me suis aussi appuyé sur Ludwig Wittgenstein. C'est un philosophe anglais qui est mort en 1952 ou 1951. Et puis, il y a Gilles Deleuze, un philosophe tout à fait contemporain. Et puis, il y a François Roustan, qui est un philosophe, mais qui est aussi un thérapeute travaillant dans l'hypnose. C'est tous ces gens-là, les gens d'ici, les gens d'ailleurs, les gens morts, les gens vivants, moi-même un peu, que c'est ça que la matière première de mon travail. Voilà, je vais vous présenter ceci, cette fabrication. J'espère que c'est une quintessence, que c'est un concentré, un élixir. Enfin, j'espère que ça vous ravira. Donc, nous allons ce soir parler de chagrin. Et pour cela, je vous encourage à prendre en tête, durant cette heure, 2 ou 3 chagrins personnels, si vous en trouvez, et de vous en servir d'exemple pour illustrer les propos de cette causerie et en vérifier la pertinence. Nous allons partir des chagrins pour arriver à la sérénité. Beau programme. Comment cela est-il possible de passer du chagrin à la sérénité? Comment cela se passe-t-il? Je vous donne la réponse de suite et puis je vais essayer de l'argumenter. Nous passons du chagrin à la sérénité par la sensorialité, par l'usage de nos sens, de nos 5 sens. Telle est ma proposition philosophique. Maintenant, il reste simplement à voir comment
cette proposition peut s'établir. Savoir se guérir de son chagrin nécessite de savoir d'abord ce qu'est un chagrin. Décrivons tout d'abord le ressenti du chagrin, puis la composition du chagrin et enfin son fonctionnement. Il y a la manière de sentir le chagrin et il y a ce qu'est le chagrin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut penser les deux. Donc on va d'abord penser au ressenti du chagrin. Le chagrin se place au sommet d'une hiérarchie d'affections douloureuses, dans la déclinaison entre le mal-aise et le mal-être. Souci, contrariété, chagrin, voilà la série des troubles émotionnels du malaise et du mal-être. Prenons d'abord le souci. Le souci, c'est une simple et vague préoccupation. Au pire, une inquiétude tenace, mais toujours passagère. Le souci ne met pas en cause la vie comme elle va. Elle ne fait que la perturber, la vie. Le souci est plutôt bénin. Il n'est pas spécifiquement à traiter. On peut le laisser s'effacer tout seul. Avec le temps, tout souci s'en va. La contrariété. La contrariété est un souci durable, un déplaisir prononcé, notoire, causé par un événement précis, négatif et imprévu. La contrariété consiste en une entrave, une opposition à notre action, à nos prévisions, à nos attentes, à nos désirs, à nos intentions. Et la rencontre avec un contraire qui nous met et nous maintient en échec. La contrariété s'exprime par une irritabilité, voire par la colère, peut nourrir une amertume, voire un ressentiment. Comprendre intellectuellement, rationnellement la situation de contrariété permet de résoudre le problème qu'en est la source. La pensée peut surmonter la contrariété en comprenant ses tenants et ses aboutissants. Le chagrin, venons-y. Le chagrin. Le chagrin, c'est plus qu'une contrariété, même plus qu'une contrariété aggravée. Le chagrin est le trouble majeur, un malheur permanent, structurel, obsessionnel, s'accroissant avec le temps. Le chagrin se manifeste moins par une colère, comme dans la contrariété, qu'à minima dans une humeur morose et à maxima par une profonde, voire abyssale tristesse. Le chagrin déprime. Le chagrin est un malheur entretenu, justifié par une construction intellectuelle. Le chagrin n'est pas un pur affect, une pure émotion. Dans le chagrin, nous sommes emportés aussi bien par des idées que par des sentiments. Le chagrin est une construction affective et résonante. Le chagrin se nourrit d'un système d'idées négatives, répétitives, obsessionnelles et de ressentis prégnants, mortifères. Le chagrin est une véritable monade, résistante à toute destruction. La pensée y est impuissante. Dans le chagrin, la pensée fait partie du problème et non de sa solution. À quoi attribuons-nous le chagrin ? À un événement. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose est arrivé. Nous attribuons l'événement la responsabilité entière du trauma émotionnel qu'est le chagrin. L'événement est donné pour cause unique du chagrin. Ceci à tort. Nous verrons cela ultérieurement, pourquoi c'est à tort d'attribuer le chagrin uniquement à un événement. L'événement peut appartenir à notre vie économique, par exemple la perte d'emploi, l'accroissement de la pénibilité du travail, l'échec à un projet. Ça peut appartenir aussi à notre vie amoureuse, par exemple la perte d'amour ou la perte d'amitié, à notre vie politique aussi, par exemple le maintien d'un gouvernement exécrable, ça on va le connaître. À la vie aussi, ça peut tenir aussi à la vie culturelle, par exemple le triomphe des valeurs individualistes sur celles de solidarité. Ça peut tenir aussi à notre vie intellectuelle, par exemple le mépris pour la science, qu'importe de comprendre, comme disait Valls. Ces exemples sont miens, bien sûr, et chacun et chacune d'entre vous peut fixer les siens, bien sûr. Le chagrin est donc attaché à un problème, soit économique, amoureux, politique, culturel ou intellectuel. Le problème, c'est d'avoir perdu ou être en échec. Perte ou échec de soi-même. Perte ou échec narcissique. Conçu toujours comme sans solution. Le chagrin perçoit la perte ou l'échec vécu comme sans solution. Et en effet, souvent, elle est sans solution. C'est tragique. Il n'y a pas de solution au chagrin. Comment peut-on s'en sortir ? La difficulté qui est nôtre est bien celle d'en finir avec des chagrins aux causes événementielles irrémédiables. Quelqu'un est mort. Ben, il est mort. Notre amoureux, une amoureuse est partie, elle est partie.
Elle ne reviendra pas. Et le plus souvent, elle ne revient pas. La fin du chagrin, le bien-être, la sérénité nous semblent, dans ces conditions, inatteignables. Mais le chagrin ne résulte pas que d'un événement douloureux. Ce n'est pas qu'un événement douloureux se transformant en souffrance par son maintien et sa répétition subjective dans des obsessions, dans des rationalisations mentales, ça retourne en rond. Avec le chagrin, ça rabâche sans cesse. C'est sans cesse la même chose qui revient, qui nous hante. Nous ruminons, nous épuisons. La répétition est une impasse. On tourne en rond, on broie du noir, on est dans l'œil du cyclone, dans le poteau noir, disent les marins. Le chagrin me transforme en victime expiatoire. Expiatoire de quoi? De la méchanceté des autres, bien sûr. De la stupidité des autres, ou de la mienne. Et ce n'est guère mieux. Ou encore des deux, la faute des autres et la mienne. Il y a toujours de la faute. L'expiation, c'est l'expiation aussi de la fatalité. Il n'y a rien à faire qu'à supporter le réel. C'est comme ça. Le chagrin épuise la vie, épuise notre pulsion de vie. Notre essentiel est affecté négativement par des événements. Nous n'arrivons plus à nous mettre en phase avec le réel. Les événements nous ont détournés de notre ordinaire ajustement au monde. Nous ne parvenons plus à nous ajuster au monde. Notre vouloir vivre, dirait Schopenhauer, ou notre volonté de puissance, dirait Nietzsche, ou notre pulsion à persévérer dans l'existence, le fameux conatus de Spinoza, sont mis en difficulté. La puissance à être subit une baisse notoire d'intensité, ce qui occasionne la tristesse. Question d'énergie, question de mise en défaut de notre effort à vivre. En fait, c'est cette baisse d'intensité de notre pulsion de vivre, à persévérer dans l'existence, comme le dit Spinoza, qui est la cause première du chagrin. Nous avons du chagrin d'abord parce que notre pulsion de vie, notre pulsion d'existence, notre pulsion de persévérer dans l'existence de manière durable et féconde est mise en difficulté. En fait, le chagrin est dû à la rencontre entre un événement problématique et une baisse d'énergie à vivre. Il faut les deux. Pour le chagrin, jamais l'un sans l'autre. Néanmoins, l'aspect principal est du côté de la pulsion personnelle de vie. L'aspect secondaire est du côté de l'événement mondain. Contrairement à nos illusions, aucun événement ne peut en soi occasionner à lui tout seul un chagrin. Un même événement peut déclencher un chagrin ou pas. Tout dépend de notre puissance sur le moment d'en persévérer dans notre existence. Le chagrin est la concomitance entre, d'une part, la baisse de puissance de la pulsion de vie, en charge de nous ajuster au monde, et d'autre part, un événement auquel nous ne sommes pas en capacité, justement, de nous ajuster. Le chagrin est en fait un problème d'ajustement au monde, corrélé à une diminution de la puissance d'exister. Vivre consiste à nous ajuster en permanence à des situations changeantes. Depuis que vous êtes arrivés, il y a eu des milliers de situations changeantes qui sont succédées. Mais nous avons tous ici, plus ou moins, parvenus à nous ajuster à ce qui se passait. Donc vous voyez, c'est un vrai travail. C'est un travail qui se fait sans notre volonté d'ailleurs. Ça se fait. Cet ajustement est toujours un arrangement de soi et du monde, de soi au monde et du monde à soi. Il faut s'arranger en permanence, individuellement et collectivement, avec les autres, avec la société, avec le cosmos. Être au monde, c'est s'ajuster par des arrangements de soi et du monde. Et tout cela, tant bien que mal, et aussi bien que possible. Le chagrin n'est pas de l'ordre du rationnel, de l'ordre de la psyché. C'est pourquoi l'approche cognitive et langagière, consciente ou inconsciente, ne dissipe pas le chagrin. Ne vous fiez pas aux idées, au langage, pour soigner vos chagrins. Ça va les accroître, les chagrins. Et ça ne fait que ça. Le chagrin est de l'ordre du soma, du corps, c'est-à-dire notre part animale, de notre part primitive. Comment donc traiter le chagrin pour en guérir? Maintenant que nous savons ce qu'est un chagrin, nous pouvons envisager la sortie de l'œil du cyclone. La voie intellectuelle est vaine, dangereuse en ce qu'elle nourrit une perpétuelle ratiocination, un rabâchage, une vaine répétition. Parole de philosophe. La pensée ne peut rien. Catastrophique pour les philosophes. Il importe donc de ne plus penser, non en nous abrutissant de drogue ou de divertissement,
Il importe aussi et surtout de relancer son principe de vie, sa pulsion de persévérer dans l'existence. Mais comment procéder? À quoi allons-nous confier cette double mission de ne plus penser et de réactiver notre principe de vie, notre pulsion de persévérance dans l'existence? Eh bien, notre équipement sensoriel. La voie sensorielle sera nôtre. Il s'agit de nourrir la pulsion de vie par un rapport immédiat et fécond au monde afin que sa puissance se hausse. On ne vit que de son rapport sensible au monde. C'est ça qui nous fait vivre. Dans la vie, les sensations précèdent les sentiments et les sentiments précèdent les idées. C'est dans cet ordre-là. Donc ce qui est profond, ce qui est radical, ce qui est à la racine de tout, c'est les sensations. Donc quand tout va mal aux étages supérieurs, il faut revenir à la base, c'est-à-dire au monde des sensations. Tout démarre et tout redémarre du sensible. La vie joyeuse et sereine procède de l'intensification de la puissance à persévérer dans l'être, par l'ajustement au monde. La vie triste et chagrine procède de l'abaissement de l'intensité de la puissance à persévérer dans l'être par l'ajustement au monde. En cas de chagrin, il y a urgence de se vouer à la vie sensorielle, en accord au monde. Il s'agit de se livrer pleinement à des rapports sensoriels positifs au monde. Ici, la pensée n'a plus de place. Nous nous trouvons en amont de la pensée, avant la pensée, bien avant la pensée. Rapport sensoriel au monde signifie mobiliser les 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, pour provoquer des éprouvés physiques réénergisant la puissance de la pulsion de vie. Il convient d'expériencer un bain sensoriel enveloppant à terme tout le corps, même si ça passe par un sens limité, partiel. Prenons des exemples concrets. Autrement, on veut dire les philosophes, ils plantent toujours à une altitude. Ça, c'est que pour les mésois. Les autres, cher, ils n'ont pas. Alors, pour les mésois et les gens d'à côté, bien sûr, mais il s'agit de flâner nonchalamment sur la voie piétonne entre Bouzigues et Ballarugue-le-Vieux, entre les étangs. Oui, mais ça, si vous n'êtes pas d'ici, tant pis, vous pouvez trouver au mieux ailleurs. Aussi, on peut flâner avec nonchalance sur les bords de la Conque à Metz. Mais on a de la chance à Metz. Pour les chagrins, il n'y a pas de problème. Voilà. Ou encore dériver sur les eaux de l'étang, se perdre sur les cimes pyrénéennes, ou même dans la musique de concert. S'ajuster à son milieu à ce moment-là, s'ajuster au milieu par ses épousailles sensorielles. Sentir le sel, l'iode, sentir la brise sur les visages, sur le corps, sentir éventuellement la pluie, entendre les vagues et les oiseaux, les gabions. Très important le gabion, pour une fois il sert à quelque chose. Se plonger dans la lumière que réfléchit les eaux sur nos yeux. Être en fusion, être en double fusion, en confusion avec le milieu et en incandescence de pulsion d'exister. Mais ça, imaginez, voyez-vous ça? Devenir une simple expression pulsionnelle de la situation vécue. Vous êtes un élément de la nature. Et vous n'êtes que ça. Et il n'y a pas de commentaire. Si vous êtes dans le commentaire, hop, vous avez toute chance de revenir au chagrin. Alors, ce bain sensoriel que je viens de vous présenter, c'est un bain sensoriel effectif. Vous êtes sur la route piétonnaire entre Bouzigues et Ballarugue-le-Vieux. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour les êtres humains, on peut l'imaginer. Parce que quand on vit quelque chose, qu'on l'imagine, c'est les mêmes neurones qui fonctionnent. Ce qui est le plus étonnant, c'est que si vous imaginez être en train de marcher sur cette piste et recevoir un peu d'air frais sur le visage, les neurobiologistes se posent vraiment cette question. Qu'est-ce qui fait que je peux penser que je lève la main sans la lever? Qu'est-ce qui me bloque la main de ne pas se lever alors que je pense que je la lève? C'est ça le problème, parce que c'est les mêmes neurones dans le cerveau qui fonctionnent. Et donc pour notre affaire, ça marche en même temps. Ça veut dire que cette promenade, pour ceux qui ne sont pas de Metz, c'est pas grave, ils peuvent l'imaginer. Exemple. Vous installez confortablement dans un fauteuil. Jusqu'à devenir le fauteuil. Dans lequel vous vous engluez. Le devenir chose qui vous prend privilégie la réception d'affect venu du milieu. Vous êtes un fauteuil. Cette méthode peut être pratiquée par tout le monde. Vous avez ça, si vous voulez, quand vous endormissez,
vous êtes dans un fauteuil, par exemple, et vous endormissez, et pendant quelques minutes, pendant quelques secondes peut-être, vous êtes le fauteuil, vous avez la conscience d'être dans le fauteuil, vous êtes le fauteuil. Et c'est pareil au réveil de la sieste. Les quelques instants où vous pensez à rien, mais vous sentez que vous êtes dans le fauteuil, vous sentez que vous êtes le fauteuil, vous êtes un élément du fauteuil. Cette méthode-là peut être pratiquée par tout le monde, elle est pratiquée aussi par les méthodes d'hypnose. Mais ça, on peut le faire seul. Quand vous êtes chose, quand vous êtes fauteuil, vous êtes réceptacle. Et vous pouvez rejoindre ainsi le monde, son monde, sans aucun écart avec lui. Le monde, c'est le fauteuil, et vous n'avez pas d'écart entre vous et le monde. Ce qui nous trouble, la misère du chagrin, c'est parce qu'on n'est pas de ce monde, qu'on n'est pas ajusté à ce monde. Qu'on est décalé par rapport à ce monde. C'est ça le trouble humain, de base, c'est ça. C'est que nous ne sommes pas adéquats au monde, nous ne sommes pas ajustés au monde. Et c'est ça. Et donc, chaque fois qu'on est pris par ce mal fondamental de l'être humain, mais il faut rejouer l'épousaille du monde, par des exercices répétés d'épousaille du monde, pour rassurer la pulsion de persister dans l'être, qui justement a pour fonction de nous ajuster au monde. Donc le chagrin vient en définitive de notre étrangeté à notre monde. Il convient donc de réinitialiser notre ajustement radical au monde. Autre exemple, des exemples courants, des exemples qui existent, mais qu'on ne sait pas qu'ils existent. Vous pouvez dire, j'en ai marre de cette vie, je vais prendre l'air. Là, vous allez prendre l'air, vous allez respirer, vous allez vous remplir de l'air. Et cet air va rentrer dans vos poumons et va devenir oxygène et ça va irriguer l'ensemble de votre corps. Ça, c'est une démarche d'appel au sensoriel. Vous avez aussi, j'en ai marre, j'en ai assez, je vais changer d'idée. C'est mal dit, mais c'est pas mal. Parce qu'il ne s'agit pas de changer d'idée, il s'agit de changer à autre chose que des idées, à des sensations, bien sûr. Certains pratiquent la danse. La danse, non pas pour séduire, mais pour sentir son corps, pour prendre la mesure de son corps, un corps en mouvement. Montaigne disait « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. » Voire, quand je me promène solitairement en un verger, si mes pensées se sont entretenues d'occurrences étrangères, quelque partie du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude, à moi. C'est tout ça que je vous propose. Montaigne le sait. Il s'agit de prendre des bains de détente pour ne penser à rien et à être pur corps à sensation. Il y a des gens qui font ça. Je me sens mal, je me mets dans le bain. Je prends un bain et je pense à rien. Voilà, je pense à rien. À propos du bain, je voudrais vous faire part d'une remarque de Gilles Deleuze, qui fait une remarque au-dessus d'un texte de Spinoza. Il parle de la métaphore du baigneur et du nageur. Il dit, il y a deux types de nageurs, il y a deux types de baigneurs. Il y a le baigneur qui va dans l'eau, comme ça, de l'océan par exemple, et il est giflé, il est brisé par l'eau, il est fouetté par l'eau, il est bousculé par l'eau, il est renversé par l'eau. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout ajusté à son milieu, mais pas du tout ajusté à son milieu. Il est victime de son milieu. Alors peut-être qu'il va dire, je vais essayer d'apprendre à nager. Je vais aller faire des cours. Et à la sortie de ces cours, il va dire, je vais nager. Et il va nager, mais il va avoir beaucoup de difficultés parce que il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il a appris. Il faut qu'il répète une leçon. Ça ne marche pas beaucoup comme ça. Alors il va dire peut-être, c'est que je ne connais pas suffisamment ce que c'est que l'eau, que le milieu aquatique. Alors il va s'intéresser à Archimède. Vous savez, la pression, il va connaître la loi d'Archimède qui permet au corps de plonger, qui remonte, etc. Bon, il va apprendre par cœur la formule d'Archimède. Il ne va pas nager mieux. Tout ça pour montrer que le savoir ne sert pas à grand-chose. Les bébés nageurs, on les prend, on les pose dans l'eau et ils nagent. Ils s'adaptent à leur milieu automatiquement. Vous me direz, ils ont une expérience, oui, parce qu'avant, ils étaient aussi dans le ventre de leur mère, ils étaient aussi dans un milieu aquatique. La plupart de notre humanité a su nager. Pas nous, mais nos ancêtres. Ils n'ont jamais appris à nager, ils ont nagé. Ils sont jetés à l'eau, ils ont mis à nager. On me raconte qu'à Sète, il y a quelques années, on apprenait à nager dans les canaux. Et
hop, on poussait les enfants, bon, à l'eau. Et bien voilà, et ils se débrouillaient. S'ils ne se débrouillaient pas, bien sûr, le moniteur sautait à l'eau pour le sortir. Mais souvent, il arrivait à se débrouiller. Ça veut dire que spontanément, un être humain est capable, ça vous paraît étrange, mais est capable de savoir nager sans avoir appris. Parce qu'il arrive à adapter, dit Deleuze, ces molécules de chair aux molécules d'eau. Il y a une adéquation permanente entre ces molécules d'eau et ces molécules de chair qui font qu'il sait à ce moment, son corps sait, lui il sait rien, le nageur, le vrai nageur. Il ne sait pas comment il nage, mais il nage, parce que son corps sait comment il doit nager. Son corps s'est habitué, s'est familiarisé avec l'eau. Il ne l'a pas domestiqué, l'eau, mais il entretient des rapports réciproques entre l'eau et lui. Voilà. C'est ça, s'ajuster au réel, s'ajuster au monde. Alors maintenant, quelques exemples tirés des pratiques thérapeutiques. Vous avez les techniques de l'EDMR, qui consistent par exemple, entre autres, à masser la personne pour qu'elle retrouve l'unité de son corps. Donc on la masse de telle manière qu'elle retrouve qu'elle a un corps, et que ce corps est vivant, et qu'il a un centre, le centre de sa vie. Le centre peut être mis n'importe où d'ailleurs. C'est aussi se prendre dans les bras, ça vous pouvez le faire aussi. Ça veut dire que vous pouvez vous prendre dans vos bras. Je vous souhaite de pouvoir ce soir vous prendre dans vos bras, dans vos propres bras. Mesurez votre corps, sentir que votre corps est là, il est bien là. Alors vous pouvez le faire avec un oreiller, avec n'importe quoi. Mais vous voyez, ça veut dire, et si vous faites avec un oreiller, vous devenez oreiller aussi. Vous êtes aussi oreiller. Et pas plus qu'un oreiller, pas plus qu'un oreiller. C'est ça qui est difficile dans ce que je vous propose. C'est qu'il faut devenir une chose. Et ça, c'est terrible. Nous avons tellement l'habitude, nous les intellectuels, d'avoir la partie haute qui doit régir la partie basse. Alors que c'est la partie basse qui régit la partie haute. L'EDMR aussi propose le tapement. Vous êtes assis et vous tapez comme ça. Vous faites exister vos cuisses, vos mains. Voilà. Vous faites exister une partie de votre corps. Il y a des gens qui le font spontanément, ça. Voilà. Ils savent d'un savoir qu'ils n'ont jamais appris d'ailleurs. Mais ils ont fait l'expérience, ils se sont aperçus que ça leur faisait du bien, ils recommencent. Mais ce n'est pas eux qui recommencent, c'est leur corps qui recommence. Les bébés sont spécialisés là-dessus. Ils ont toujours des gestes qui les rassurent. Ils trouvent le geste qui les rassure. On ne leur a pas appris, mais ils savent très bien qu'il y a des gestes qui rassurent. Que déjà, s'il arrive à embuquer le pouce, c'est déjà pas mal. Voilà. Et ça, c'est un plaisir immense, qui retrouve son unité. Il n'est plus en difficulté à persister dans l'être. Alors il y a aussi des méthodes qu'on retrouve dans le yoga, dans la méditation, dans le zen, dans les arts martiaux. C'est s'absorber dans sa respiration. Ce n'est pas le contrôle. Le contrôle, c'est le début. Au début, on contrôle sa respiration. On la retient, on la maintient, on l'augmente, on la diminue, etc. Et ensuite, on laisse faire. Ce lâcher-prise de la maîtrise de la respiration qui fait que vous êtes occupé en permanence par un air qui vous fait vivre. Et vous êtes tenu que par ça. Donc c'est un abandon à terme de la conscience. Plus besoin de conscience. Vous pouvez vivre sans conscience. C'est un bonheur de vivre sans conscience. En tout cas, ça permet de rompre avec le chagrin, quand on a le chagrin. Donc il s'agit d'un retour au souffle vital qui nourrit tout le corps. Il y a aussi une autre méthode qui est surtout employée en hypnose. On fait fixer un point comme ça, immobile ou fixe, qu'importe. Un pendule, par exemple, en mouvement. Et vous devez le regarder sans tenir compte et sans regarder l'environnement. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et donc vous êtes très vite frappé de fatigue. Et vous lâchez prise. Vous ne voyez plus rien. Vous êtes dans la confusion. Et vous tombez en hypnose. Toujours dans l'hypnose, le spécialiste vous demande de raconter une histoire que vous êtes arrivé. Vous racontez l'histoire, et puis il va reprendre des éléments de cette histoire. Et il vous demande de répéter ces éléments de l'histoire, en identique de ce que vous dites, de ce qu'il dit. Et plus il avance dans la répétition, et plus il fait des phrases qui ne veulent plus rien dire. Donc vous perdez le sens de ce qu'il dit. Vous comprenez plus ce que vous dites. Et donc, ça va jusqu'à l'absurde, et vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus parler. Vous perdez le sens de la parole et donc de la pensée. Parce que quand vous pensez avec des mots. Donc vous ne pouvez que voir les choses, les ressentir, mais plus les penser, parce qu'il vous a perdu. Pour finir sur les exemples, vous lire
quelques passages de Camus. Il faut imaginer que vous êtes Camus. Il rend compte d'un vécu. C'est tiré de Noces d'été, Noces à Tipaza. C'est un lieu archéologique. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que les gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine au fond du paysage puis-je voir une masse noire qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvilliers rosas dépassent les murs des villas. Dans les jardins et les hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de la délicate bordure, long iris bleu. Toutes les pierres sont chaudes. Vous voyez toutes ces sensations? C'est un vrai épousaille, c'est un épousaille complet. Tous les sens sont mobilisés. Il ne faut jamais oublier que le grand mot de Camus, il n'y a pas de phrase plus forte pour un philosophe comme que ce que a dit Camus, c'est « Mon royaume est de ce monde ». Mon royaume. Vous savez, c'est l'écho de Jésus-Christ qui à Pilate dit « Mon royaume n'est pas ce monde ». Contre le chagrin, il faut que le monde soit votre royaume. Par les sensations, et voyez un petit peu comment ça fonctionne. Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur, et de la terre au soleil monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Dans le mariage des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres et perdant le poli imposé par l'homme, sont rentrées dans la nature. Pour le retour de ces filles prodigues, la nature a prodigué des fleurs. Entre les dalles du forum, héliotropes poussent à tête ronde et blanche et les géraniums rouges versent leur sang sur ce qui fut maison, temple, place publique. Alors vous voyez, ça c'est la profusion des sens mobilisés. Et c'est ça qui va restaurer notre pulsion de persévérer dans l'être. Ça c'était un bouquet de sensations. Et je reprends un texte de Camus tiré de La mort heureuse. Il lui fallait maintenant s'enfoncer dans la mer chaude, se perdre pour se retrouver, nager dans la lune et la tiédeur, pour que se taise ce qui en lui restait du passé et que naisse le chant profond de son bonheur. C'est un programme contre le chagrin. Il se dévêtit, descendit quelques rochers et entra dans la mer. Elle était chaude comme un corps, fuyait le long de son bras et se collait à ses jambes d'une étreinte insaisissable et toujours présente. Lui nageait régulièrement et sentait les muscles de son dos rythmer son mouvement. À chaque fois qu'il levait un bras, il lançait sur la mer immense des gouttes d'argent envolées, figurant devant le ciel muet et vivant les semailles splendides d'une moisson de bonheur. Puis le bras replongeait et comme un soc vigoureux labourait, fendant les eaux en deux pour y prendre un nouvel appui et une espérance plus jeune. Derrière lui, au battement de ses pieds, naissait un bouillonnement d'écume, en même temps qu'un bruit d'eau clapotant, étrangement clair, dans la solitude et le silence de la nuit. À sentir sa cadence et sa vigueur, une exaltation le prenait. Il avançait plus vite et bientôt il se trouva loin des côtes, seul au cœur de la nuit et du monde. Il songea soudain à la profondeur qui s'étendait sous ses pieds et arrêta son mouvement. Tout ce qu'il avait sous lui l'attirait, comme le visage d'un monde inconnu, le prolongement de cette nuit qui le rendait à lui-même, le cœur d'eau et de sel d'une vie encore inexplorée. Une tentation lui vint, qu'il repoussa aussitôt dans une grande joie du corps. Il nagea plus fort et plus avant. Merveilleusement là, il retourna vers la rive. À ce moment, il entre soudain dans un courant glacé et fut obligé de s'arrêter.
claquant des dents et des gestes désaccordés. Cette surprise de la mer le laissa émerveillé. Cette glace pénétrait ses membres et le brûlait comme l'amour d'un dieu d'une exaltation lucide et passionnée qui le laissait sans force. Il revint plus péniblement et sur le rivage, face au ciel et à la mer, il s'habilla en claquant des dents et en riant au bonheur et de bonheur. Voilà. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas vous dire mieux que ça. Il s'agit donc de redonner tout son tonus ascendant à la puissance de vie permettant non la résolution du chagrin, mais sa dissolution. Pas pareil. Le chagrin s'efface d'avoir recours au corps. Avoir recours au corps, le réinitialiser. Avoir recours au corps sans l'esprit. L'objet du chagrin, c'est-à-dire l'événement ayant prétendument occasionné le chagrin, trouvera une place autre dans le psychisme. Il sera délogé de la première place. Son hégémonie prendra naturellement fin, sans y prendre garde. Il prendra la place d'une simple contrariété, par exemple, à traiter alors par la pensée, par l'intellect, ou même le plus souvent la place d'une péripétie anodine de la vie. En cas d'épisode de chagrin, le recours au sensoriel est urgent. Mais dans l'urgence crisique, il est difficile de rompre avec l'hégémonie des complications intellectuelles du chagrin. Le décrochage ne va pas de soi. Aussi, convient-il de s'exercer à ces décrochages, à ces recours sensoriels, hors de nécessité impérative. S'y exercer plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Les exercices réguliers de sensorialité est une précaution préventive. Le recours au sensoriel est recours à la matérialité de la vie. Cela est difficile pour les partisans de l'intellectualité, du spirituel que nous sommes. En cas de chagrin, laissez advenir la vie dans les plus simples manifestations, dans les plus simples appareils. Laissez la vie toute nue advenir. Permettre à la vie de revenir à sa puissance, d'emplir tout notre être, y compris la tête, en y prenant toute la place. La tête, c'est le plus dur. Recours aux sensations charnelles, auxquelles notre intellectualité fait barrage. Rien n'est pire que l'hégémonie de la psyché. L'hégémonie de la psyché, c'est l'hégémonie de nos désirs, de votre volonté et de nos idées. Vous voyez, on est en deçà ou en amont, comme vous voudrez, la représentation que vous faites. On est en deçà ou en amont du psychisme. Parce que le psychisme, c'est du soma. C'est un fonctionnement particulier du soma. Donc nous sommes dotés d'un psychisme, c'est une chance, mais c'est aussi un obstacle. Un obstacle pour se sortir du chagrin. Le recours aux sensoriels abandonne le chagrin sur la route de la vie. Il l'oublie, s'en détourner. Il ne s'agit pas de s'opposer au chagrin, car le combattre, ça le renforce. Là, vous avez la recette. Pourquoi ça tient tant, mon chagrin? Parce que je le combats. Plus vous allez le combattre les idées, plus il va résister. Un chagrin, ça se digère. Pour qu'il ne nous reste pas sur l'estomac, comme on dit. Ça me reste sur l'estomac. Il faut le digérer. La difficulté majeure est de s'abandonner à la vie sensorielle et de renoncer à la maîtrise de notre vie. C'est plutôt la vie, surtout celle des prémices sensorielles, qui nous conduit le plus souvent et le plus efficacement à l'ajustement au monde, sans notre volonté, sans notre pensée. Oui, vous êtes ajusté là depuis un moment, presque une heure peut-être, et souvent sans volonté, sans intention, mais c'est comme ça, vous adaptez, parce que c'est le corps qui s'adapte. Je préfère ajuster. Seule la vie sensorielle peut dénouer la complexion chagrine et la dissoudre. Et maintenant, c'est à vous de parler. Qu'en pensez-vous du chagrin et de sa sortie par le sensoriel? Ce que vous dites, c'est la ruine de la psychanalyse. La psychanalyse est totalement inefficace. Pour les chagrins, oui. Il n'y a pas que le chagrin, mais pour le chagrin, oui. La solution, c'est le corps. Pour lutter contre le chagrin. Donc la psychanalyse est impropre pour moi au chagrin. Voilà. Les gens ils sortent de cure en disant j'ai compris mais ça ne change rien, je suis malheureux. Ah, oui. Mais ils ont appris quelque chose quand même. Ils ont compris un dispositif qui les a menés où ils en sont. Ils sont rentrés dans l'économie de leur désir. Vous avez remarqué que je parle de pulsion, d'être et pas de désir. Le désir, c'est quelque chose qui vient de la pulsion. La pulsion,
elle se transforme en plusieurs types de désirs qu'on a déjà vu ensemble. Désir économique, survivre. Non. Il y en a qui ont envie de survivre, d'autres non. Désir amoureux, dans lequel il y a l'amitié. Désir politique, désir esthétique, le beau, désir intellectuel. Voilà. La psychanalyse, elle s'intéresse principalement au désir amoureux. Voilà. C'est pas mal parce qu'elle fait que ça et ça, elle le fait bien. Il faut penser que là, on parle du chagrin. Le chagrin, il s'adosse à quelque chose qui est plutôt de la pulsion. Donc il faut renforcer notre pulsion en sachant que plus notre pulsion sera puissante en énergie et plus elle va irriguer l'ensemble des autres désirs. Bien sûr. Voilà. Donc, les autres désirs dont s'occupe la psychanalyse entre autres sont des désirs qui sont eux-mêmes dépendants d'une pulsion première. Ce qui nous blesse, ce qui nous empêche, je crois, qui nous éloigne de ce corps physique, c'est peut-être, et puis bon, je le vois par rapport au bébé, par exemple, c'est l'éducation. Est-ce que si on était moins éduqué, on serait plus en contact avec notre corps et avec notre être sensoriel? Peut-être, mais vous êtes éduqué, vous ne pourriez rien y faire. Voilà. Et l'être humain est nécessairement un être d'éducation. Alors je pense qu'on est un être d'éducation parce que quand on est incapable de survivre par nos propres moyens de façon très longue, très durable. Donc il faut effectivement se mettre en intelligence avec le monde pour pouvoir y survivre. Heureusement qu'on a une pensée. Alors je n'en fais pas l'éloge aujourd'hui, mais à chaque causerie, je fais l'éloge de la pensée. Et puis si vous êtes maligne, vous pouvez me dire, oui, vous ne faites pas l'éloge de la pensée, mais c'est la pensée qui dit ça. Donc c'est la pensée qui dit qu'il ne faut plus penser. C'est fort la pensée, oui. Ça c'est les philosophes. Voilà. Ça veut dire que même quand il joue perdant, il gagne. L'animal ne peut pas le dire ça. Mais c'est bien vrai qu'il nous faut revenir à une situation très primitive, très animale. C'est ça qui n'est pas supportable. L'animal arrive à s'adapter beaucoup plus facilement que nous. Oui. Est-ce qu'avec la définition du chagrin que vous avez posée en prémisse, on peut dire que les animaux éprouvent du chagrin? Ou peuvent en éprouver? Je dirais oui, les animaux domestiques. Je vais répondre par un autre biais. Je pense que les animaux ont des douleurs. On les voit quand ils se blessent, ils ont de la douleur. Ils ne souffrent pas. La souffrance, c'est la douleur de la douleur. Quand vous vous heurtez, quand vous faites mal en tapant sur le pied d'une table, vous faites mal, vous criez. Bon. Et puis si ensuite vous n'arrivez pas à faire le travail que vous devez faire, que vous avez des invités qui arrivent et que vous êtes embêté par votre jambe qui traîne, vous allez souffrir de ça. Vous allez souffrir d'une situation douloureuse. Il peut se faire qu'on peut être en douleur sans souffrance, mais c'est extrêmement rare. Il y a des techniques. L'hypnose est une manière d'avoir mal sans souffrir. Les opérations sous hypnose, c'est des opérations dans lesquelles vous ressentez, c'est le cas par exemple en partie quand vous allez chez le dentiste, vous vous endormez pas complètement, vous sentez que ça travaille, ça peut vous être désagréable, donc vous pouvez même avoir une douleur, mais ce n'est pas une souffrance. Le chagrin apporte toujours la souffrance, parce que c'est un ajout humain, qui est irrémédiable. C'est comme quand un enfant tombe par terre, il regarde sa mère ou son père, t'es tombé mon chéri, il commence à pleurer. Voilà. Parce qu'il passe de la douleur qu'il a sûrement, mais qu'il peut encaisser, à quelque chose qui est social, qui est la souffrance. Parce que c'est social la souffrance. Et même quand on est seul, on souffre. Voilà. Donc vous voyez, je pense que quand la technique qui permet de diminuer le chagrin, diminue aussi la souffrance. J'entends bien tout ça, mais cette question, parce qu'on a tous déjà vu ou entendu le chien qui, à la mort de son maître, se laisse mourir sur la tombe, etc., semble inconsolable. Donc ça paraît, d'après ce que vous disiez, c'est très humain comme comportement. Alors, oui, mais... Donc il ne peut pas guérir, comme il ne peut pas faire la différence entre son esprit, sa pensée, puisqu'il ne pense pas vraiment. Mais il me semble que dans ce raisonnement, il y a un hiatus, c'est qu'il se laisse mourir parce que son maître est mort, et on dit, il est malheureux. Pas sûr, on peut se laisser mourir sans être malheureux. On peut avoir une mort heureuse. Pour faire écho au livre de
de Camus. Ça veut dire que, bien sûr, nous pensons que la mort est malheureuse. Oui, peut-être, mais pas tout le temps. Elle peut être heureuse de la mort. D'ailleurs, ça nous fait l'expérience. Quand quelqu'un souffre beaucoup, on dit c'est bien pour lui qu'il soit mort. Bon. Donc ça veut dire que la mort peut être heureuse. Et puis, Spinoza parle de puissance dans la pulsion, de persévérer dans l'être et pas dans l'existence. Moi, je fais les deux. Mais ça veut dire que parfois, l'être l'emporte sur l'existence. Ça veut dire que pour être, il faut mourir. Vous savez, Jean Moulin, c'est pas sûr. Enfin, admettons qu'il s'est suicidé parce qu'il considérait que pour être, il fallait mettre fin à son existence. Il y a des fois où, pour être, on préfère mourir. Parce que son être dépasse, l'idée qu'on se fait de soi dépasse sa propre existence physique. Parce qu'il considère que ce serait plus terrible de vivre après avoir donné ses compagnons. S'il fallait que je donne une réponse comme ça, après ça nécessite d'être retravaillé. Mais je dirais, les animaux ne souffrent pas, mais ils ont des douleurs. Ils souffrent de douleurs, mais pas de souffrance. On peut dire ça comme ça. Michel qui parle de ressenti, de sensation. Patrick a parlé des animaux. On a tous des vécus quand on a eu des chiens et qu'on les a aimés. Moi, je vais donner mon exemple. Je dis que le chien est vibratoire. Alors, je ne sais pas si le philosophe accepte le mot vibratoire, mais quand on est malade, on interdit à un chien, par exemple, de rentrer dans une chambre. Je pense que ça arrivait certainement à beaucoup de personnes là. On est malade, on est dans le noir, dans son lit, la porte est entrouverte. Le chien se donne la permission, qui n'est pas intellectuelle, d'aller auprès de son maître qui souffre. Donc, c'est tout sur le ressenti et sur la vibration. Après, est-ce qu'on sait qu'il a du chagrin, il ne peut pas l'exprimer. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je réponds à Patrick. Moi je connais des enfants, chaque fois qu'il y avait une poussée de dermatite atopique, le chien avait de l'eczéma à la queue. Le gamin avait la dermatite atopique qui cessait, l'eczéma du chien cessait. Oui, mais ça signifie quoi? Si on veut prendre non plus le discours philosophique, mais le discours biologique, il se met en homéostasie avec son environnement, il s'ajuste à son environnement. Bon. Le fait de savoir s'il est chagrin ou pas, c'est autre chose. Ça. Mais c'est vrai qu'il peut s'ajuster à son milieu. Bon. Alors, il le fait non pas parce qu'il le décide, il s'ajuste. Comme la plupart de notre vie est une vie d'ajustement sans raison, sans conscience. Il y a très peu de choses sur lesquelles on s'ajuste par pensée. Et si on prend les ajustements par pensée, ce n'est pas forcément les mieux réussis. Donc ça veut dire que nous passons 99% de notre temps à nous ajuster par automatisme, sans conscience, sans délibération, et 1% en délibérant. Et sur 1%, calculer le nombre de délibérations justes. Et pareil que le 99%, la plupart de notre ajustement sont bons. Ils nous permettent de persévérer dans l'être en tout cas. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on voulait ou pas? C'est autre chose ça. Ça c'est une question de la construction, de nos désirs, de notre volonté. Et bien sûr. Le fait que nous ajustions, les animaux aussi s'ajustent, les plantes aussi s'ajustent, tous les vivants s'ajustent. Ça veut dire que quand je dis un retour à l'animal en nous, on pourrait peut-être dire un retour à la plante en nous. La plante s'ajuste, on sait que les arbres communiquent entre eux. Pas intentionnellement, bien sûr, pas intentionnellement. Ils n'en savent rien qu'ils communiquent, mais ils communiquent quand même. Voilà. Alors, ce que nous appelons communiquer, donc si on dit communiquer, on dit alors c'est des êtres humains. Non, ce n'est pas des êtres humains. Nous, on a un désir, des volontés et des idées. Bon. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'a pas à le dire, c'est comme ça. Et je veux dire que c'est celui qui n'a ni désir, ni volonté, ni idée, il a beaucoup de mal à vivre. Mais on a encore plus de mal à vivre si on n'a pas cette pulsion à persévérer dans l'existence. Et pour avoir cette pulsion, il nous faut être en contact émotionnel, sensoriel avec le monde, avec tout ce qui nous entoure. Voilà. Et dans l'action-réaction. Maintenant, après, dans la gestion du chagrin, c'est vrai qu'on est des fois plusieurs là-haut. Donc, la psychanalyse n'est pas complètement à exclure pour répondre au monsieur. On peut effectivement travailler sur qui est touché dans le sujet par le chagrin. Le sujet n'est pas le chagrin. Non, c'est deux choses. Et souvent, les sujets se confondent avec leur chagrin. Celui qui va chez un psychanalyste, il a des problèmes, c'est sûr. Bon. Et parmi ces problèmes, il y en a un, c'est qu'il a le chagrin. Et ce problème du chagrin est un problème tout à fait différent du reste. Voilà.
il est dans une économie perverse, par exemple, obsessionnelle, etc. Bon, évidemment, bon. Ça peut se traiter par la psychanalyse, je le crois. Hein, bon, je suis sûr. Mais le chagrin, non. Bon, mais c'est comme ça que je me suis aperçu. Je me suis aperçu de la question du chagrin parce que quand j'étais consulté par quelqu'un, je pouvais plus ou moins arranger la solution, mais le chagrin persistait ou revenait. Et parfois, ce chagrin faisait que le problème n'était plus résolu, alors qu'il y avait été pendant un moment quand le chagrin était placé en dehors de la relation. Et puis un jour, je me suis aperçu que moi aussi j'avais des chagrins, et tout philosophe qui veut penser la vie comme elle va, j'étais incapable de traiter mes chagrins. Quand même, je veux dire, avec l'intelligence que tu as, le génie que tu es, tu n'es pas capable de gérer ton chagrin. Et le chagrin, il y en a partout. Et en même temps, c'est un ami, le chagrin. Parce que si on l'a, si on le considère en tant que tel, tout à fait en dehors du sujet, et s'il revient d'une manière récurrente sous X forme, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a quelque chose à traiter, ou à comprendre, ou à appréhender. Et si on ne le confond pas avec le sujet peut très bien le prendre comme étant un révélateur de quelque chose à connaître. Ça, c'est pas ma conception. Voilà. C'est une conception. Voilà. Je pense qu'un mal est un mal. Voilà. Un mal est un mal. Ce qui fait souffrir est inadmissible. Voilà. Et le chagrin abaisse, nous met dans la tristesse. Ce n'est pas l'événement qui le produit, c'est la conjonction entre un événement possible sur lequel une baisse tendancielle de la puissance d'exister diminue. Hein? Donc ce n'est pas forcément ceux qui ont un faible taux de pulsion ou de puissance à exister qui souffrent le plus, c'est ceux qui baissent. Donc plus vous montez dans votre pulsion d'exister, dans la puissance à persévérer dans l'être, plus vous montez, plus vous avez des chances de diminuer. Voilà. Donc plus vous avez une pulsion de vie extraordinaire, et plus vous avez des fragilités parce que vous allez en baisser, tout autant. Oui. Donc celui qui est très bas, il ne descend pas beaucoup. Voilà. Et celui qui est très haut, il descend beaucoup. En intensité, c'est une question d'intensité. Voilà. Voilà. Oui. Moi, ce qui m'intéresserait, dans le vécu de chagrin, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer d'analyser, il y a la psyché nous aide et son ami au corps, qu'est-ce que je ressens quand j'ai du chagrin? Mon cœur, comment il bat, que j'ai les jambes qui ont beaucoup de force. Et je pense aussi que c'est par ce moyen des sensations qu'on a sur le corps qu'on va pouvoir arriver aussi à trouver le chemin, qui peut être la danse, qui peut être la balade, qui peut être la musique, pour arriver à trouver justement comment cet état de faiblesse physique finalement me démolit aussi parce que j'ai l'impression que je perds mes forces, va me permettre de trouver comment je vais les retrouver, quoi. Et c'est vrai que là aussi, comme notre psyché, quand il y a des petites fenêtres qui nous permettent d'arrêter ce chagrin et qui nous permettent de voir corporellement qu'est-ce qu'on ressent, il y en a qui grossissent, il y en a qui maigrissent, il y en a qui n'ont plus de jambes, il y en a qui vont se défouler, est-ce que je me pose, est-ce que je ne me pose pas, est-ce que je prends une bouteille ou je me saoule d'activité? Et là, comment je vais arriver? Alors après, il y a plein de méthodes, il y a plein de travail, il y a plein de balades à faire ou pas de faire seul. Voilà. Et je me dis, c'est quand même cette force que nous avons aussi de pouvoir avoir la capacité, aider ou pas aider, de sentir qu'est-ce qui se passe aussi quand je me sens dans cette faiblesse qu'amène corporellement le chagrin. Voilà. Alors, ce que tu dis est à la fois vrai mais dangereux. C'est vrai parce que si quelqu'un arrive dans la plainte parce que tout va mal, il faut d'abord l'écouter que tout va mal. Bon. En sachant qu'il faudra tourner la page à un moment donné. Et il faudra lui dire, bon maintenant parle d'autre chose. Hein, bon. Dans un des ateliers, on a eu une situation un peu de ce genre. Hein. C'est quelqu'un qui racontait qu'elle avait perdu son mari et que c'était catastrophique, etc. Il n'y avait rien de bien, jusqu'au jour où elle annonce qu'elle sait bien faire les confitures. Par chance, hein, la personne qui est là dit justement, j'ai des fruits, je ne me souviens plus lesquels, je ne sais pas comment on les fait, etc. Bon. Et hop, on sort de cette plainte, parce qu'il fallait bien en sortir. Voilà. Alors bien sûr qu'il faut prendre soin des gens quand ils se plaignent, parce que quand ils se plaignent, et on peut se plaindre à soi-même, hein, pour que soi-même prenne soin de soi, bien sûr. Bon. Et là, quand on est seul, c'est un peu difficile. Mais quand on est à se plaindre à quelqu'un d'autre, on peut espérer que la personne, au bout d'un certain temps, n'aura le bol de l'entendre se plaindre. Et donc, je lui propose de changer de disque, comme on dit. Pourquoi pas? On peut le faire. Il faut payer un prix. Le prix à la souffrance et reconnaître la douleur. Il y a une douleur, c'est vrai. Et donc, on peut en parler. Mais c'est limité dans le temps. Voilà. Et ensuite, il faut parler d'autre chose. Il faut parler d'autre chose. Et des choses les plus farfelues. Voilà.
J'ai un autre exemple, mais je n'ose pas le dire. Voilà. Mais, ah non, parce que si vous saviez, bon. Non, tant pis, je me risque, c'est grave, ce que je veux dire. Dans un des premiers enseignements, je dis ce que je dis là, mais en ramassé. Et dans l'assistance, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui la prend, et de manière très en colère, dit que je dis n'importe quoi, parce que quand on souffre, et elle établit la liste de ses souffrances. Et c'est énorme. Et on voit la personne qui modifie son corps se modifie. Bon, c'est très impressionnant, hein, parce qu'on n'est pas une équipe thérapeutique. Donc on voit quelqu'un et on peut se demander qu'est-ce qui va se produire. Et la personne me dit, et vous alors, qu'est-ce que vous dites? Et on voit qu'il reste d'avoir un malaise. C'est l'impression que tout le monde a. Bon, j'esquive. Je me dis, je ne vais pas rentrer dedans. Bon. Et puis là, elle reprend la parole. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec une personne comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Je me dis, il faut que tu y ailles, Michel. Il faut que tu y ailles. Et alors je lui dis, si vous me permettez, est-ce que je peux vous poser une question? Vous y répondez si vous le souhaitez. Je dis, est-ce que vous pouvez me parler des boucles d'oreilles que vous portez? Et là, un éclair de joie s'ouvre. Elle dit qu'elle est contente d'avoir des choses qui brillent. Elle aime briller, c'est très bien, mais bon, ça signifie que dans ce malheur profond, inimaginable, immense, abyssinal, il y a un petit truc comme ça, tac, ça brille. Il faut s'accrocher à cette brillance. Voilà. Et on voit bien qu'il y a un transport intérieur aussi, qui a pas duré longtemps, parce qu'ensuite la morale est arrivée, etc. Bon, vous voyez ça? Voilà. Donc ça veut dire que bien sûr que quand dans la plainte, dans le malheur, il y a un malheur, il faut que les gens le disent, mais il ne faut surtout pas tourner en rond là-dessus. Bon, et surtout, ce qui est bien, c'est de dire qu'est-ce qu'on ressent, parce qu'on ressent tout sur le corps. C'est peut-être la manière de repartir sur le corps. Le danger, c'est que nous sommes dans une société où on valorise la souffrance. Voilà. Bon. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Ça fait, si je dis la durée, ça va être terrible. Il va y avoir d'autres interventions qui vont arriver. Voilà. Mais ça fait, allez, je le dis, ça fait 2000 ans quand même au moins. Bon, ça fait au moins 2000 ans. Mais même avant, il y avait les stoïciens qui vantaient l'usage, ou en tout cas l'impossibilité de surmonter la douleur. Donc le problème, c'est bien sûr qu'on peut faire l'expérience de la douleur. Il y a même des mystiques qui se forcent à la souffrance pour être comme Jésus sur la croix. Ça, c'est les vrais chrétiens. Hein. Maintenant, on n'en trouve plus comme ça. Bon, s'il y en a, ils ne le disent pas. Hein. Bon. Mais les vrais chrétiens, c'était monter sur la croix avec le Christ. C'était ça. Donc ça veut dire que la souffrance, il fallait glandurer. Ils se provoquaient dans la souffrance. Tous les grands mystiques sont comme ça. Hein. Bon. Alors, je pense que c'est bien parce qu'ils sont au plus près du corps, mais vous voyez bien que ce que je vous propose, c'est une sensorialité bienheureuse. Hein, les moines. Ils ont un livre d'heures. Et 7 fois dans la journée, ils lisent leur livre d'heures. Les moines ne prient pas, ne demandent rien à Dieu, les moines. Les vrais, quoi. Ils louent Dieu. C'est pas rien, quand même. Et nous, on doit faire pareil. J'ose pas dire que l'entraînement ou sensoriel peut se faire 7 fois par jour, mais ça serait très bien. Les moines l'ont compris, ça, à leur façon, mais ils l'ont compris. Et c'est absolument nécessaire, parce qu'ils sont constamment dans une situation d'adoration du monde, d'un monde religieux, bien sûr, revu et interprété par la religion, c'est vrai, mais ils sont constamment comme ça. Mais c'est intellectuel. Alors c'est intellectuel, pas que intellectuel, parce que si vous lisez les passages de la Bible, vous pouvez être emporté. Ce soir, tu me liras 3 fois le Cantique des Cantiques, et voilà, et tu verras, bon, c'est impressionnant. Hein, voilà, c'est très érotique en plus. Voilà, bon, voilà. Alors bien sûr, vous me direz, j'exagère un peu parce qu'il y a des passages très durs dans les évangiles, etc. Mais dans notre texte, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais ils sont fondamentalement dans une perspective d'adoration du monde. On doit adorer le monde. On doit adorer le monde en l'absorbant. C'est le principe chrétien. Celui que tu adores, tu le bouffes. C'est ce qui se passe chez les catholiques. Celui que tu adores, tu le bouffes. Et oui. Voilà. Donc nous, on doit se nourrir aussi de ce qu'on adore. Et on adore le monde tel qu'il est. Même, alors, ça c'est pire, mais les religieux, ils y arrivent. Nous, on y arrive. Même des choses qui sont insupportables. Consentir au réel, le vouloir, le réel, tel qu'il est, et l'aimer.
Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les principes de Nietzsche. Un préambule contre le chagrin, c'est effectivement consentir, vouloir et aimer ce qui est. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à vouloir. Ce qui ne veut pas dire que aimer ce qui est, ça signifie ne pas le transformer, bien sûr. On peut aussi essayer de changer le monde, bien sûr. Mais, oui, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je vois des tas de choses dans ma vie que c'est terrible. Comment puis-je aimer la vie politique française? Comment je peux encore aimer ça, hein? Bon, avec ce taux d'inégalité flagrante, de plus en plus. Et dans mon impuissance de plus en plus grande. Mais celui qui n'aime pas ça, il se retire de la vie, et il ne vit plus. Il se retire de la vie, il ne vit plus, ça va de soi. Mais la vie, c'est prendre ça à bras le corps. Vouloir ça, vouloir ce monde, même s'il est insupportable. Mais voilà, épouser même l'insupportable. Oui. Mais là, vous voyez, il y a des tendances religieuses que vous verrez apparaître. Non pas pour en souffrir, bien sûr, ça c'est autre chose. Hein? Mais pour être de ce monde. Un peu comme notre baigneur, notre nageur qui tombe dans la mer et qui fait que toute la mer, il s'adapte complètement aux eaux chaudes, aux eaux froides, à la profondeur de l'eau, à la longueur de la natation. Voilà, vous voyez ça? Donc, il faut se méfier de ne pas trop se centrer sur la douleur. Hein. Ou alors, il faut bien... Je pense que le chagrin n'est jamais le signe d'un problème. La contrariété, le souci, oui, peut être le signe d'un problème, un problème à résoudre. Et ça, il faut utiliser là les armes de l'intellect, les outillages intellectuels. Mais le chagrin ne montre rien. Le chagrin, c'est vain, c'est absolument vain. C'est un dérapage de notre psyché. La psyché déraille. Voilà. Et il faut la reprendre en main par ce qui fait partie du fond de la psyché, c'est le soma. Parce que la psyché, c'est du soma. C'est un soma ayant des activités particulières, des fonctions particulières. Comme j'ai la fonction de marcher, j'ai la fonction de faire des idées. C'est pareil. Et ça dépend de notre soma. Parce que le chagrin, c'est une autonomie désastreuse de la psyché. Et à force de se penser comme étant le roi du monde, elle a tendance à prendre l'autonomie. Et là, c'est catastrophique. Il faut toujours revenir au corps. Toujours au corps. Voilà. Mais pour développer la pensée, c'est sûr. Parce que quand vous êtes chagrin, ça vous empêche de penser, vous pensez toujours la même chose. Voilà. Oui. Le problème avec le chagrin, c'est justement qu'il nous coupe de la sensation. Parce que quand on n'a pas de chagrin, tous ces bonheurs, quand on sort du cinéma et qu'on voit les temps, etc., ils nous sautent à la figure. On n'a pas besoin d'aller le chercher, on le prend à bras le corps, parce qu'il nous arrive, il nous remplit. Mais quand on est chagrin, on ne le voit pas. Tout à fait. Ouais. Donc c'est ça le problème. Voilà. C'est d'arriver à la sensation quand on est... voilà. Alors, je pense que d'abord, si on a un entraînement, ça risque de, même avec le chagrin, on peut surmonter ce chagrin, simplement parce qu'il y a un moment où le chagrin est moins prenant. Et donc à ce moment-là, il y a une ouverture, une fenêtre qui s'ouvre sur la sensorialité. Mais il n'y a pas que ça. Nous vivons aussi en collectivité. Si nous vivons en collectivité, c'est les autres qui doivent nous dire, moi ça m'arrive que ma fille, papa, nombril. Voilà. Parce qu'effectivement, le chagrin a à avoir une centration sur soi. Alors que le monde est vache. Le monde est vache aussi. C'est bien dit, vous soulignerez. Donc le monde est immense. Voilà, le monde est immense. Bon. Et donc, les idées les rétrécissent. Voilà. Et donc, on peut être rétréci sur soi-même. Moi, si quelqu'un me fait remarquer que quand je suis chagrin, c'est du narcissisme, bon, j'ai une fille qui ne rate pas de me le dire. Bon, elle fait bien. Bon, et ça, immédiatement, je change d'attitude. Bien sûr. Donc, ça, on peut se faire les uns aux autres ce cadeau. Hein, mais les gens le font. Hein. Ah, on va voir un ami et il n'est pas très bien. Écoute, on va sortir, il pleut, ça fait rien, on va prendre l'air, on va bien s'habiller, on va sortir même quand il pleut. Voilà. Et on va parler de la pluie qui nous fouette, etc. Voilà. Donc ça veut dire, les gens le font ça, ils le font sans le savoir, mais ils le font. Il suffit de systématiser ce qui est une pratique occasionnelle. Oui, est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans certains cas, certaines personnes aiment leur chagrin et n'existent que par leur chagrin?
Tout à fait. Alors, c'est bien d'aborder cette question. La pulsion de persister dans l'existence, c'est une pulsion qui est permanente et qui n'est jamais absente. Ce qui veut dire que le chagrin est une manifestation de la pulsion pour persister dans l'être. Ça veut dire qu'à un moment donné, la pulsion ne trouve pas d'autre moyen pour exister que le chagrin. Donc le chagrin est une modalité de la persistance dans l'existence. C'est une modalité naturelle de l'existence. Donc le chagrin, c'est bien le chagrin, parce qu'il y aura pire que le chagrin. Le pire chagrin, c'est la mort. Le chagrin, c'est encore une activité de la pulsion à exister. Voilà. Donc il ne s'agit pas de condamner le chagrin, il ne s'agit pas d'enterrer le chagrin, il ne s'agit pas de dire à la personne tu es nul, non avenu, tu ne mérites pas d'exister parce que tu as du chagrin. Et tu te confonds dans ce chagrin. Non, le chagrin est utile. Il faut le remplacer par quelque chose où la puissance d'exister s'élève et pas s'abaisse. Parce que, non pas pour des raisons ontologiques, mais simplement parce que le chagrin fait souffrir. Voilà. Donc il faut essayer de sortir de cette souffrance, c'est tout. Voilà. Mais effectivement, le chagrin est une modalité de la persistance dans l'existence. Donc ça veut dire que celui qui a du chagrin, il faut lui laisser son chagrin. Il ne faut pas lui voler son chagrin. Il a besoin de ce chagrin pour exister. Si on sait le vivre, l'accepter, quand il est là, l'accepter parce qu'il est là, mais le vivre pleinement, et puis s'en trouver enrichi. Je ne sais pas, moi je vois les choses comme ça. Mais pas comme moi. Mais je suis d'accord que le chagrin est l'expression de l'existence. De quelqu'un, encore, il a la pulsion d'exister. D'ailleurs, cette pulsion va l'amener à rendre public son chagrin par la plainte. Il va essayer de rattraper, d'emprisonner quelqu'un avec lui pour que sa plainte, pour que son chagrin soit partagé. Pas toujours. Non, pas toujours. Mais souvent, les gens se plaignent quand même. On peut le vivre tout seul. On peut le vivre tout seul. Mais s'en sortir. Mais vous pouvez vous remarquer que même quand vous vivez tout seul, vous pouvez vous la raconter. Vous la racontez à votre chien ou à vous-même, vous l'écrivez. Ça veut dire que vous vous plaignez à quelqu'un d'autre que vous-même peut-être. Mais on se raconte des histoires. Ce n'est pas que des émotions, des ressentis. On se dit des choses avec des mots dans notre tête. Ça veut dire qu'on se plaint à soi-même. Alors on peut se plaindre à son chien aussi, ça marche, ou à son chat. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh Dieu, pour qu'il m'arrive ça? Ça, on peut dire c'est écrit comme ça, non, on s'adresse bien à quelqu'un. C'est dans l'adresse à quelqu'un qu'on peut crier qu'on souffre. Donc vous voyez, c'est ça de la plainte. La plainte à son Dieu, la plainte à ses parents. Mais pourquoi mon père m'a fait acheter cette maison? Et pourquoi? Pourquoi je me suis marié avec cet homme-là? C'est terrible. Voilà. Mais on peut se le dire avec des mots. Quand vous le dites avec des mots, c'est que vous le dites à quelqu'un. C'est vous-même, bien sûr. Je pense que c'est mieux de se plaindre à quelqu'un d'autre. Même si se plaindre à quelqu'un d'autre, c'est maman bobo. C'est infantile. La plainte est infantile. C'est considérer qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ce qui vous arrive. Alors que le grand responsable de ce qui vous arrive, c'est vous-même, parce que vous-même, vous n'êtes pas responsable pénalement, bien sûr, et vous n'y pouvez rien, parce que votre taux de persévérance dans l'existence a baissé. L'intensité de la puissance à exister a baissé. C'est comme ça. Ça monte, ça descend, voilà. Et à ce moment-là où ça a baissé, vous avez rencontré un événement qui vous fait chagrin. Ça doit vous arriver d'avoir un chagrin sur un truc ridicule. Mais pourquoi je chagrin là-dessus? Alors après, vous pouvez dire ce chagrin sur des choses très graves. Et un jour, ça disparaît. Vous dites, mais c'est vrai, l'année dernière, j'avais ça en tête, je n'arrivais plus à vivre. C'est les gens qui ils ont perdu leur mari ou leur femme. Prenons un couple hétérosexuel, c'est le plus simple. Mais c'est vrai dans les deux cas. Ça marche pour tout le monde. Vous avez perdu quelqu'un, vous êtes catastrophé. Catastrophé, c'est vrai, pendant des années. Et au bout de 2 ou 3 ans, vous dites, mais c'est vrai, j'étais catastrophé, mais je ne suis plus. Et lui, maintenant j'ai un autre. Je l'ai remplacé, mon mari ou ma femme. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de la peine. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de la contrariété. Parce que ça dépend. Est-ce que j'ai bien fait de prendre un nouveau mari? Comment je peux être fidèle à mon premier si j'en prends un second? Ça peut créer des contrariétés, des soucis, bien sûr. Mais ça se traite par intellect, un peu. Mais vous avez perdu le chagrin. Le chagrin a disparu, il s'est dissous. Il s'est dissous simplement parce que vous avez investi ailleurs. Ce que je vous propose, moi, c'est d'investir dans le sensoriel. C'est le plus simple.
Mais il suffit de faire autre chose. Voilà. Ça veut dire le jour où, je dis souvent, quand vos enfants adolescents quittent la maison, changez de métier. Refaites-vous la vie, refaites une vie, refaites-vous la vie. Voilà. Avec le même ou avec un autre, mais c'est pareil, c'est pas grave. Il faut refaire sa vie. Les gens le disent, il a refait sa vie. Mais oui, il faut toujours refaire sa vie. C'est l'ajustement. L'ajustement fait qu'on est en permanence en train de refaire sa vie. En permanence, on la refait. Et on ne sait pas où ça va nous conduire. On ne sait pas où ça va nous conduire. Parce que l'ajustement, c'est pas moi qui le décide. C'est mon corps qui le décide. Et mon corps, il ne délibère pas. Il a une expérience, mon corps, parce qu'à force d'ajustements répétés, il a une mémoire. Là, je fais intervenir la biologie. Ça, c'est plus Spinoza, c'est la biologie. Ça veut dire que nous avons un cerveau qui est le cerveau de persistance dans l'être, de survie, simplement de survie. Puis vous avez un second cerveau qui, lui, garde en mémoire les choses. Donc notre pulsion a de la mémoire. Elle sait ce qui apporte de la réussite et ce qui apporte pas de la réussite. Ça veut dire qu'elle a tendance à répéter les choses qui lui apportent de la réussite. Les animaux aussi l'ont comme ça. Les mammifères, en tout cas, l'ont aussi comme nous. Et puis, en plus, nous avons un troisième cerveau qui anticipe, qui fait des projets. C'est pas mal. Et ça, c'est l'apport de la biologie à l'ontologie philosophique, la question de l'être. Ça veut dire que notre pulsion d'exister a non seulement une mémoire, on peut anticiper. Mais cette anticipation, elle n'est pas raisonnée, elle n'est pas consciente. Elle est en amont ou en deçà de tout phénomène de conscience. Elle n'est même pas l'inconscient. Parce que l'inconscient, allez, vite fait, avec Lacan, c'est le langage. C'est vite fait, c'est un peu vite fait. Et c'est comme ça. Mais moi, je suis en deçà du langage. On n'est pas encore dans le langage. Et nous vivons dans des situations d'ajustement sans langage. De temps en temps, ça se commente. On peut commenter ce qu'on a fait. Et bien sûr, quand on le commente, on fait comme si nous étions responsables de ce geste-là. J'ai fait ça, non, tu n'as pas fait ça, c'est ça qui t'a fait. C'est pas pareil. La plupart des choses qui nous façonnent, nous sculptent, c'est pas nous qui le décidons. Mais bien sûr qu'après, on peut dire, mais tu conseilles, je prends et je dis oui et je maîtrise. Je tiens les rênes. Non, c'est le cheval qui t'a conduit là. Alors bien sûr, tu peux par souci dire que, par bien-être, dire que c'est toi qui commandes. Non, tu ne commandes pas. On ne commande pas grand-chose dans notre vie. D'autant moins qu'on ne reconnaît pas qu'on ne commande pas grand-chose. La première chose pour commander un peu dans notre vie, c'est de savoir qu'on commande rien. Mes voeux, c'est tout va mal, mais j'existe. Tout va mal. Moi, je pense ça. Tout va mal, mais j'existe. Avant, je disais, je n'étais pas à ce stade-là, j'étais plutôt très sociologique, très Pierre Bourdieu. Je disais, tout va mal, mais je le comprends. Bon. Mais ça, c'est très intellectuel. Et bien, malheureusement, je me suis aperçu que je le disais, je le répète encore, mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai passé du temps de ma vie où j'étais très malheureux, j'ai écrit mon malheur, pour le comprendre, pour l'analyser. J'ai mis toutes mes ressources intellectuelles. Et je suis assez content de ce que j'ai écrit. Voilà. Mais ça n'a pas effacé diamétralement le chagrin. Quand je me suis aperçu de ça, j'ai rempli des cahiers pour expliquer mon chagrin, pour expliquer pourquoi ça se passait comme ça. Voilà. Avec tout mon génie, vous vous rendez compte, quoi. Mais, voilà. Et le chagrin a baissé un peu, puis il est réapparu. Donc, quand même, je me suis dit, t'es bien intelligent, mais pas assez pour régler ce problème essentiel, quand même. Si tu ne règles pas ce problème, à quoi ça sert de penser? Si on n'est pas capable de se débarrasser de nos chagrins, à quoi ça sert de penser? À rien. Eh bien, oui, ça sert à rien, donc il ne faut plus penser, il faut sentir. Voilà. Il faut ça revenir au sensoriel. Voilà. Après, on a le temps d'y revenir à la pensée, ça ne vous quittera pas, n'ayez pas peur. Voilà. Mais je pense qu'une résistance, c'est de penser qu'on va dans une zone où on n'est plus maître. Voilà. Voilà. Et la philosophie, c'est ça aussi, c'est maître dominateur de la nature, disait Descartes. Voilà. On est très cartésien, on est au-dessus. Nous, on n'est pas au-dessus. Les animaux ne sont pas des machines. Voilà. Ils ont une pulsion de persister dans l'existence avec une mémoire. Ils peuvent donc renouveler les expériences bonnes. Il sait que dans tel endroit, en faisant ça, il va avoir un os de poulet. Et donc c'est intéressant pour lui. Donc il va faire exactement ce qu'il faut pour que ça renouvelle les bonnes occasions. Voilà. Et nous aussi, nous sommes des mammifères. Mais allons jusqu'au bout de notre caractère de mammifère. Voilà. C'est tout. Sentir. Voilà. 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 Rappelez-vous la dernière image que vous aurez, puisqu'on va se séparer,
quand même, c'est Michel Négrel en train de sentir au pied. Voilà. Mais non, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais ça se fait pas, pourquoi ça se fait pas? Aux enfants, on leur empêche de toucher. Ne touche à rien. On les prise dans une... Alors on peut toucher avec des conditions, etc., bien sûr. Mais il ne faut pas interdire les gens de toucher. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas empêcher les gens de respirer, de sentir les odeurs. Voilà. On devrait avoir d'autres. Voilà. Et donc, toujours les sensations, c'est pour assurer l'enveloppe corporelle. Voilà. Tenter à mobiliser les 5 sens en même temps, si possible, avec comme objectif de couvrir le corps. Alors, cet objectif, quand j'en parle, c'est très calculé. Non, il faut se laisser emporter. Il faut aller respirer. Voilà. Et si vous souhaitez respirer, puis vous êtes ébloui par la lumière du soleil sur les temps, vous avez tendance à passer à autre chose. Voilà. Mais dès que vous dites à quelqu'un, t'as vu là, il y a des oiseaux, il y a les flamants roses là, ça c'est trop tard. Là c'est fini. Vous n'êtes plus dans le sensoriel pur. Mais vous pouvez revenir, bien sûr. Faites comme une montagne. Hein. Quand je danse, je danse. Quand je dors. Et dans mon verger, je me promène. De temps en temps, des pensées m'arrivent, en partie dans ma promenade. Mais je me remets dans le verger. Voilà. Il a compris, il a tout compris, Montaigne. Il ne sait pas ce qu'il a compris, mais il a compris parfaitement. Voilà. La démarche à moi n'est pas philosophique. Donc, ce que tu as expliqué par rapport à toi, c'est quand tu prends tes cahiers et que tu écris, tu nourris ta souffrance. Et je reviens à ce qu'elle a dit tout à l'heure, nous, on ne refuse pas la souffrance, on la laisse nous traverser, et après on se construit puisqu'on ne la refuse pas. Parce que tant qu'on essaie de surmonter, de dépasser, etc., on est dans, pour moi, hein, c'est personnel, on est dans une démarche intellectuelle. Alors que sinon, tu ne refuses pas ta souffrance, ton chagrin il est là. Et si tu le laisses te traverser, tu vois la beauté, tu vois la joie et tu accueilles la vie. Et pourquoi on associe toujours la souffrance avec le chagrin? Mais on peut se trouver dans le chagrin et se dire, bon, eh ben, tu es dans le chagrin, tu ne l'as pas cherché, il est là, vis-le, et tu sais qu'il y aura autre chose derrière. Tu sais qu'automatiquement, c'est comme ça que je le pense. C'est accueillir pour s'en passer, pour l'éliminer. Mais on ne l'élimine pas en combattant, on l'élimine en le digérant. En laissant passer, elles ont laissé passer. Bien sûr. Si vous dites qu'il y a des chagrins sans souffrance, il faut complètement redéfinir le concept de chagrin. Moi, je ne peux pas penser à un chagrin sans souffrance. Les deux sont absolument liés. Je peux vous dire encore plus. On parle des chagrins, au lieu de penser à autre chose, je vais être terrible en vous disant ça, mais il m'arrive de chercher de la musique qui va m'aider à continuer mon chagrin, le pleurer pour le vider, ou prendre une lecture qui ne va pas être spécialement rigolote, et je sais que, franchement, je sais que ça va passer. C'est un moment. Mais je ne le refuse pas. La musique vous met dans la sensorialité C'est notre et retrouve ce qu'on vient de décrire. Voilà, vous savez, je pense que, d'abord deux choses. Je pense qu'on peut avoir une activité intellectuelle pour dénier le réel, ça c'est possible, hein, pour créer un autre réel qui est plus accueillant que le réel premier, le seul que nous vivons d'ailleurs, bon, je le conçois. On peut aussi comprendre les choses pour simplement s'apercevoir qu'il n'y a pas de fatalité. Le pire des choses qui peuvent nous faire souffrir, c'est de penser que le monde est organisé contre soi. Épicure, qui ne connaissait rien à la science, faisait des traités de science en prenant des hypothèses farfelues, mais toujours pour montrer que c'est des éléments naturels. Donc, dans mes cahiers que j'ai écrits, je ne sais pas si j'ai dit la vérité. Sûrement que si, parce que je suis un génie. Mais en dehors de ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, ça a au moins montré que je tentais à montrer que c'était un événement naturel. Ça ne pouvait pas être autrement. C'était un travail de physicien, si vous voulez. Les choses sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. Et ça c'est apaisant. Pour moi, c'est apaisant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un chagrin qui n'est pas une souffrance. Vous voyez, moi, je pense quand même à un personnage. Pour moi, c'est un personnage. On l'appelle Jésus-Christ. C'est un personnage. Ce personnage, dont on raconte une histoire, il est Dieu, c'est pas rien. Hein. Il se retrouve sur une croix. Et les derniers mots qu'il dit, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
dit ça à son père. C'est terrible ce qui arrive. Ah, c'est terrible, terrible. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui qui est Dieu, il comprend plus ce qui se passe, il comprend plus ce qui lui arrive. Et il cherche une explication. Et l'explication, c'est qu'il pourrait se faire que son père l'ait abandonné. On a un père, c'est bien d'avoir un père comme ça. Voilà. Mais vous voyez, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'il se plaint. Il se plaint à lui-même ou à son père. Je ne sais pas à qui il se plaint. Ou à Marie ou à Jean au pied de la croix, je ne sais pas. Mais il se plaint. Ou à lui-même. C'est son dernier cri. Ce qui veut dire que, pourtant il est Dieu. C'est pas rien quand même. Hein. Nous on est petit à côté de ça. Il est Dieu. Et ça veut dire que sa souffrance est intolérable. Voilà. Il a un chagrin. Le chagrin, c'est d'être abandonné par son père. Qui peut le sauver à n'importe quand. De coup, il va être magique pour le sauver. Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il y a un contrat entre le père et le fils, qui sont les mêmes, on sait tout ça. Vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, je pense que quand on est chagrin, nécessairement on en souffre. Comme ça, ou alors on peut définir autrement le chagrin. Hein. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de définir les choses avant. Du chagrin, je parle du chagrin que j'ai défini. Si vous le définissez autrement, vous avez le droit et vous voudrez dire autre chose. Bien sûr. Donc c'est très important de savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut définir les mots. Donc c'est pour ça que j'ai pris dans mon exposé la moitié du temps à définir ce que c'est qu'un chagrin. En tant que comme vous le dites là maintenant, je pense que pour moi c'est juste, ça veut dire chagrin, peine, et la peine amène la souffrance. Mais il faut... Voilà. D'accord. Okay. Et ce qui amène la souffrance dans le chagrin, ce n'est pas l'événement qui m'est arrivé, c'est la baisse de l'intensité, de la puissance, de la pulsion d'exister. C'est ça qui fait souffrir. Chaque fois, vous pouvez même, d'ailleurs, sans un chagrin, moi ça m'arrive le soir quand je suis fatigué, après une causerie où je suis très animé, etc., j'ai un moment de chute très profond. Bon. Et j'ai envie de rien faire et je me sens malheureux. Et c'est tout le temps comme ça. Bon. Moi, si je fais rien, je me sens pas malheureux. Bon. Ça, c'est une contrariété qu'on est furieux. Oui, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai porté au plus haut point tout ce qui m'est possible. Ma puissance d'exister, donc on a tous, pour parler comme Spinoza, hein, ma puissance d'exister a été au maximum. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire en tant qu'intellectuel. Et ensuite, nécessairement, ça va baisser. Parce que je ne peux pas maintenir ce niveau-là. Et dès que ça va baisser, parce que je serai moins intellectuel qu'avant, parce que j'étais au plus haut point, quand je vais baisser mon taux d'intensité à la puissance d'exister en tant qu'intellectuel, je vais nécessairement être triste. Mais une fois qu'on le sait, ça, qu'on est triste, ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Et très spontanément, je sors et je prends l'air dans ma rue. C'est pas... Et je le fais sans le savoir. Et je le fais. Et c'est quoi ça? Je me remplis d'air. Et ça veut dire que tout le monde le fait. Il suffit que chacun examine où il le fait pour généraliser ces méthodes-là. Parce qu'il ne s'agit que de généraliser ce qu'on fait. Ce que je vous ai apporté, c'est de dire, regardez dans votre vie, vous le faites. Vous le faites. Hein. Vous allez faire de la montagne, par exemple, je ne dis pas à la course, mais vous faites de la montagne parce que vous aimez ça. Au moment donné, vous êtes pris dans la montagne, vous regardez là, et vous ne sentez plus que vous existez. Vous ne sentez plus exister. Parce que vous n'existez plus en tant que partie extérieure, étrangère au monde. Vous êtes du monde. Vous êtes une partie du monde. C'est ça qui nous rend triste. Ce qui nous rend triste le plus, si on parle d'événements, c'est notre étrangeté au monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Camus le dit très bien. Camus dit, on s'adresse, on va s'arrêter, on demande au monde, mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Et le monde ne répond pas. C'est ça le sentiment de l'absurde. Et ça, c'est terrible. Alors on peut monter des explications intellectuelles, pourquoi pas? Si ça permet de savoir d'abord que c'est naturel et qu'il n'y a pas un Dieu vengeur, une fatalité monstrueuse qui nous attend, c'est pas mal, déjà. Bon. Si ce que je pense me permet d'intervenir ultérieurement dans le monde de façon plus efficace, c'est pas mal non plus. Après, il y a
le fait de se sentir bien dans le monde sans raison. Parce que si vous êtes ajusté au monde par les sensations, vous êtes ajusté au monde sans raison. Il n'y a aucune raison pour ça. Sauf que c'est mieux d'être dans la joie que dans la tristesse. C'est tout. Parce que tous les mammifères essayent peut-être dans le bien-être que dans le mal-être. C'est comme ça. Bien, écoutez, merci.